Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, levée des sanctions économiques et financières contre le Mali. Le Bissau-Guinéen Sissoko Embalo succède à Nana Akufo-Addo à la tête de la CEDEAO. Autant de décisions issues du 61e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Le président de la République était à Accra. Il est rentré ce dimanche à Abidjan. En 2023, les premières gouttes de ce pétrole offshore, le gisement Baleine rentre en exploitation dès le mois de juin prochain. La concertation entre les intervenants dans les secteurs mines, pétrole et énergie achevée à Abidjan. Il sera également question de la mise en œuvre d'un nouveau code minier. Voici Marlène Kani avec son mètre 73, c'est la nouvelle reine de la beauté ivoirienne. C'est hier qu'elle a décroché la couronne de Miss Côte d'Ivoire en 2022. Elle succède ainsi à Olivia Yassé, devenue Miss Africa 2021 au mois de mars dernier. Elle ambitionne d'aider les personnes en décrochage scolaire. Et puis c'est finalement en janvier-février 2024 que la Côte d'Ivoire va organiser la CAN. C'est aujourd'hui que la Confédération africaine de football a fait l'annonce à Rabat au Maroc. Le président de la Confédération africaine de football, la CAF, Patrice Motsepe, a mis en avant le climat pour justifier ce report. Le président de la République a regagné Abidjan dans l'après-midi de ce dimanche. Alassane Ouattara pris part à Accra au Ghana au 61e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La rencontre était consacrée entre autres à la crise alimentaire mondiale, l'inflation, le retour à l'ordre constitutionnel au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Awa Touré. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, réunis à Accra au Ghana, ont fait le point sur les questions politiques, sécuritaires et économiques dans la sous-région avant d'examiner les rapports sur la situation au Mali, en Guinée ainsi qu'au Burkina Faso. Dans le domaine politique, notre région reste ancrée fortement dans la démocratie, puisque 12 pays membres progressent régulièrement dans la consolidation de leur processus démocratique. Cependant, les transitions en cours au Mali, en Guinée et au Burkina peinent encore, à des degrés divers, à produire des résultats probants. Le dialogue avec les autorités de la transition de ces pays se poursuit en vue d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel, seul gage de stabilité pour résoudre les nombreux défis auxquels ils sont confrontés. À l'ouverture de cette 61e session ordinaire, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a appelé à des solutions efficaces pour le renforcement de l'intégration économique et la préservation de la stabilité et de la paix en Afrique de l'Ouest. Confrontés avec cette menace terroriste constante, il est impératif que nous continuions à mettre en œuvre notre plan d'action régional contre le terrorisme et de coordonner les différentes initiatives que nous avons dans le domaine de la sécurité. C'est cela qui permettra de renforcer notre réponse collective à cette menace déstabilisatrice. Notre détermination dans ce domaine-là doit être plus que jamais forte. Au thème des travaux de ce sommet ordinaire qui se sont tenus à huis clos, le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan cet après-midi. Le chef de l'État a été accueilli par le vice-président Tchemoko Méliette Koné, qu'accompagnait le Premier ministre Patrick Achi et des membres du gouvernement. Ajoutons que la CEDEAO a levé les sanctions économiques et financières contre le Mali. Les frontières peuvent aussi rouvrir. Une décision avec effet immédiat. Également, à l'ordre du jour de la 61e session ordinaire de la CEDEAO, la désignation du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. C'est le président de la Guinée-Bissau qui remplace son homologue du Ghana à la tête de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, qui l'a installé dans ses nouvelles fonctions. Je vous propose un extrait de la déclaration du nouveau président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo. Nous avons un sentiment de responsabilité que notre adhésion à la CEDEAO a besoin de l'appui et de l'accompagnement de tous et de tous.
La Guinée-Bissau vous est très reconnaissant pour la confiance accordée à la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau réaffirme son ferme engagement en ce qui concerne la mise en œuvre de l'agenda de la CEDEAO. Il y a plusieurs défis auxquels nous sommes confrontés, mais nous sommes convaincus qu'avec la bonne volonté, l'esprit de solidarité qui nous caractérise, ensemble nous allons élaborer des solutions aux défis sécuritaires. Ici en Côte d'Ivoire, la grande concertation entre les acteurs intervenant dans les secteurs mines, pétrole et énergie s'est achevée à Abidjan. On note d'importantes résolutions. En 2023, les gisements pétroliers Baleine rentrent en exploitation. Les premières gouttes de ceux offshore tombent à partir de juin. On en parle avec l'Anciné Bakayoko. Au moins 2 milliards de barils de brut et 57 millions de mètres cubes de gaz naturel. Avec la découverte de ce gisement dans ces blocs offshore, le gouvernement de Côte d'Ivoire finalise un planning d'exploitation afin de tirer le meilleur bénéfice économique et financier de ces deux hydrocarbures. La première goutte d'huile est pour le début du deuxième semestre 2023. À l'horizon 2026-2027, nous prévoyons une production de l'ordre de 115 000 barils par jour au niveau du pétrole brut et de 100 millions de pieds cubes par jour au niveau du gaz naturel. Les ressources issues de l'exploitation de ce gisement seront orientées vers l'augmentation des capacités de stockage du gaz, la construction de pipelines de produits pétroliers et même l'extension des réseaux de distribution. Au niveau de l'activité minière, le cadre réglementaire devrait être réformé via un nouveau code beaucoup plus attractif. Une des urgences est vraiment de travailler à donner un peu de prédictibilité à notre secteur. En s'assurant que les garanties de stabilité, notamment au niveau fiscal et douanier, qui sont consenties dans les conventions minières soient appliquées. 2, qu'il y ait certainement une meilleure coordination dans l'action des différents départements ministériels dans le secteur des mines. Des chantiers qui vont être la boussole du ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly dans le déploiement de sa politique. J'ai noté la volonté partagée de tous d'œuvrer avec détermination à l'accélération du développement des secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie. Bien sûr, en vue d'une participation plus effective de ces secteurs à la transformation structurelle de l'économie de notre pays. Cette transformation structurelle de l'économie nécessite un parc énergétique bien fourni. Pour l'heure, la puissance installée est de 2369 MW avec une projection de 4000 MW à l'horizon 2025. Quant au pétrole, sa contribution à la richesse nationale s'établit à 5% contre 3% pour les mines. Une politique qui tient compte de l'environnement. D'ailleurs, une rencontre pour faire face aux défis du réchauffement climatique après fin à Abidjan. C'était la 42e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones. Cette rencontre de l'AIMF à Abidjan a été couplée avec la COP15 des villes. Les élus locaux du monde francophone plaident pour plus de moyens financiers auprès des bailleurs de fonds et des décideurs des pays. Issa Tionayo. Vulnérables face au dérèglement climatique, première émettrice des gaz à effet de serre, les villes ont décidé d'être à la pointe pour protéger leur population et leur santé. Cette décision, elles l'ont prise lors de la 42e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones, AIMF, couplée avec la COP15 des villes à Abidjan. Cette rencontre entre les élus locaux du monde francophone a été l'occasion pour la présidente de l'AIMF, Anne Hidalgo, maire de Paris, de plaider au nom de ses pairs pour plus de financement de leurs actions. On agit, on fait beaucoup de choses, on cherche les moyens, les coopérations, mais parfois on est freiné et on se dit, si on se réunissait, si on avait plus de soutien de nos gouvernements, si on avait plus de liens avec aussi les différents décideurs des organisations internationales, peut-être que ça irait plus vite. Ces derniers temps, les effets du réchauffement climatique ont été durement ressentis dans la capitale économique ivoirienne lors des pluies diluviennes, occasionnant de nombreuses pertes en vie humaine.
Pour mettre fin à ces catastrophes naturelles, le ministre-gouverneur Robert Begremambé a demandé plus de civisme au niveau des populations. Face à la détérioration du climat, tout le monde maintenant comprend la nécessité de pratiquer l'économie circulaire. À Abidjan, on a créé un institut d'économie circulaire dans lequel nous passons en étude toutes les potentialités que nous offre l'utilisation des ordures pour relancer dans l'économie ce type de matériaux. Donc, nous comprenons à partir des conclusions que tout le monde a partagé cette vision de dire que l'économie circulaire est un passage obligé. Cette première COP15 des villes organisées à Abidjan a également permis aux élus locaux et experts francophones de partager leurs expériences. Après les échanges au Palais de la Culture de Treichville, les délégués de l'AIMF ont visité la forêt du Banco. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture en Égypte, Kobena Kwasi Adjoumani, a pu s'imprégner de la politique agricole égyptienne. Avec son collègue d'Égypte, ils sont d'accord pour renforcer la coopération dans ce domaine. La bonne nouvelle pour le pays, désormais, des jeunes Ivoiriens pourront plus aisément se former en Égypte, surtout dans le domaine de la recherche et du développement des variétés culturelles. Des détails avec notre envoyé spécial, Walter Amadou Ouattara. Siège du ministère de l'Agriculture et de la Bonification des terres de la République arabe d'Égypte. Nous sommes précisément au Caire, la capitale du pays des pharaons. Ici, le ministre égyptien et son homologue ivoirien en charge de l'agriculture valident un cadre consensuel de collaboration. Cette note d'intention de coopération contient 7 grands points, au nombre desquels le renforcement de la coopération dans le domaine de la recherche et du développement des variétés, notamment des cultures stratégiques dont la plus importante est le riz. Ravi, la partie égyptienne pense que les populations sont les plus grandes bénéficiaires du présent acte. Pour la réception de son Excellence Monsieur le Ministre ici en Égypte. Vraiment, on est tellement ravis de le recevoir ici pour beaucoup de voies de coopération dans des différents domaines, que ce soit par exemple pour la formation des différentes ressources humaines dans l'agriculture, dans l'aquaculture, et on attend bien sûr encore sa participation dans le COP27. Kobena Kwasi Adjoumani souligne que la Côte d'Ivoire peut apporter également beaucoup à l'Égypte. Nous aussi, dans le cadre de ces échanges, nous leur avons parlé de ce que nous faisons en Côte d'Ivoire. L'anacadie peut bien pousser ici. Je sais que nous allons tirer grand profit de cette coopération. En retour, nous aussi, on doit pouvoir donner quelque chose à l'Égypte. C'est un partenariat de type gagnant-gagnant. Et nous voulons vraiment suivre le modèle que constitue l'Égypte en matière de développement agricole, également de formation. Aujourd'hui, c'est une déclaration d'intention, mais nous allons signer l'accord à la COP 27. Pour corroborer cette énième contribution entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, des échanges de présents, la délégation ivoirienne rentre au pays avec symboliquement une touffe de riz. C'est une sémence sélectionnée qui produit entre 10 et 11 tonnes à l'hectare. Et retour aussi en Côte d'Ivoire, de bons résultats à Divo. Le maire a tenu son conseil municipal. Plusieurs projets de développement ont été adoptés. Le programme sur les 3 années à venir est également approuvé par les conseillers et les caisses se portent surtout bien, comme nous le rapporte Éric Goré. 1,150 milliard dans les caisses de la mairie de Divo. Les conseillers municipaux, avec à leur tête le maire Amédée Kouakou, peuvent se réjouir de ce résultat obtenu par le travail acharné et des stratégies innovantes mises en place dans cette localité. Les recettes sont bien tenues, les dépenses sont maîtrisées, les investissements sont aussi maîtrisés. Et tout ça, c'est grâce donc à nos collaborateurs de la mairie de Divo que nous voulons donc féliciter et encourager pour travailler dans le bon sens. Parce que c'est l'argent du contribuable qui doit être utilisé à bon escient. Donc nous, dans cette mairie, nous travaillons beaucoup sur les problèmes de gouvernance. Et Dieu merci, tout se passe bien. Et les populations constatent toutes les évolutions, toute la transformation qui est faite au niveau de la ville avec toute cette organisation qui est mise en place. La mairie de Divo respecte également ses engagements sociaux.
Nous aidons donc toutes les associations sportives, nous aidons les chefferies, vraiment on fait beaucoup de social. C'est une vision vraiment très sociale. Je pense que c'est ce que le président Alassane Ouattara nous demande. Chaque année, des élèves, des femmes, des jeunes sont pris en charge. Les têtes couronnées reçoivent également une subvention annuelle. Les événements culturels ont le soutien financier de la mairie. Dans le journal de 13h, au Dimanche Magazine, Herman Guivet a reçu Efrazi Yao, la coordonnatrice du Compendium des compétences féminines, un outil de promotion de la femme mis en place il y a 10 ans. Ils ont parlé du bilan et des perspectives après la décennie écoulée. Je vous propose un extrait de l'entretien. Les pays sont jugés surtout par la participation des femmes au plan politique. Donc ce que nous avons fait, quand on a atteint plus de 10 000 femmes, on savait qu'on avait une bonne base. Et on a formé plus de 1000 femmes en 2016, en 6 mois seulement. Et on a fait venir des experts de la politique pour leur permettre de se faire confiance, savoir se présenter, savoir convaincre, et on les mettait en situation réelle. Et ça donnait des résultats. C'est gratuit. Il faut simplement aller en ligne. On a un site, 3xw.compétences avec S, féminine avec S.gouv comme gouvernement.ci. Et ou bien on fait le 3xw, toujours compétences avec S, féminine avec S.org. On veut aujourd'hui qu'on touche toutes les régions de la Côte d'Ivoire, qu'on ait suffisamment de ressources pour que les chiffres de la Côte d'Ivoire changent. Avec son excellent Monsieur le Président de la République, avec le Premier ministre, la ministre de la Femme, on va travailler là-dessus. Au niveau économique, nous avons mené plusieurs actions. D'abord, des actions pour permettre aux jeunes filles, surtout, de pouvoir avoir des emplois. Comment est-ce qu'on fait un CV ? Comment on se présente quand on a des entretiens d'embauche? Et tout ça, c'était fait par des spécialistes. Si on continue comme ça, on va avoir des résultats énormes pour la Côte d'Ivoire. Et on reste justement dans la promotion de la gente féminine. Les femmes et les jeunes filles déscolarisées du département de Lakota n'ont plus à se soucier. Elles ont à leur disposition l'Institut de formation et d'éducation féminine, une école de la seconde chance pour leur formation en coiffure, alphabétisation, couture et en TIC. À l'inauguration, la ministre Nassene Batouré a remis du matériel didactique. On le voit avec Abou Sanogo. Désormais, la ville de Lakota dispose de son institut de formation et d'éducation féminine, IFEF, un centre de formation neuf, mis à la disposition de la population féminine principalement par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Son inauguration par la ministre Nassene Batouré a donné lieu à une mobilisation des associations. Comprenons que le gouvernement a un regard sur les femmes que nous sommes. Madame le ministre vient de nous offrir donc des machines à coudre, enfin du matériel qu'on mettra à la disposition donc des femmes. Et là, cela permettra effectivement à nos mamans, nos sœurs de bénéficier surtout d'une formation. En plus du bâtiment, la ministre Nassene Batouré a remis du matériel didactique constitué de machines à coudre, des congélateurs et bien d'autres outils intervenant dans l'apprentissage et la formation des auditeurs. Le député de Lakota commune a exprimé la reconnaissance des populations au gouvernement. Chers enseignantes et pensionnaires de l'IFEF de Lakota, cette manne dont vous bénéficiez aujourd'hui n'aura de bon sens que si vous n'intégrez pas le mode d'emploi de cette infrastructure. Tous les efforts consentis par Madame le ministre seraient peine perdue si vous ne vous engagez pas à valoriser et à entretenir ce joyau dont vous êtes aujourd'hui les bénéficiaires. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré, soutient que ce centre vient donner de l'espoir à la population analphabète ou déscolarisée. Selon elle, cet outil est la matérialisation de la volonté du gouvernement à investir dans le capital humain. Le gouvernement ivoirien, sous la conduite éclairée du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, fait du développement du capital humain l'épine dorsale de son action, de sa politique. Ce beau bâtiment des instituts de formation et d'éducation féminine, au nombre de 130 sur le territoire, constitue une opportunité de prise en charge éducative, une école de la seconde chance pour les populations féminines analphabètes ou déscolarisées de notre pays.
Cette cérémonie a servi également de cadre à la remise d'engins et de matériel informatique d'une valeur de 45 millions de francs CFA aux directions régionales du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans les zones cacaoyères. Un don de l'ONG ICI, International Cacao Initiative, au gouvernement ivoirien pour éradiquer ce phénomène du territoire national. Et l'Association des épouses de militaires de Côte d'Ivoire a célébré les femmes dans la joie et la convivialité. Elles étaient plus de 2000 à cette fête. La ministre Anne-Désirée Oloto a salué leur engagement auprès de leurs familles respectives, une occasion d'exhorter à la promotion des valeurs de paix, d'union et de fraternité. Astou Touré Dagnogo. Les épouses de militaires de Côte d'Ivoire célébrées ce samedi à l'occasion de la fête des mères. Moment de fraternité, de gaieté et de convivialité au rendez-vous de cette cérémonie d'hommage. Occasion pour elles de mettre en exergue les conditions de vie de l'épouse militaire et d'émettre quelques doléances pour leur autonomisation. Nous encourageons au développement de l'entreprise et de l'initiative privée de nos membres. Elles qui ont besoin de ressources pour la fabrication et la vente de la tchéké dans nos casernes. Un de nos défis, assister les groupes vulnérables, notamment les femmes démunies et les enfants dans la prévention et la prise en charge face aux risques d'abus, de violence et d'exploitation de ces groupes. Nos moitiés étant souvent absentes, il nous revient d'assumer plusieurs responsabilités. Les épouses de militaires sont multitâches et multifonctions en tout temps. Elles méritent donc que l'on fasse une pause pour les célébrer. La ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Oloto, salue l'initiative. Elle les exhorte à soutenir leurs époux afin de garantir et maintenir la paix en Côte d'Ivoire. Je voulais vraiment venir vous encourager, vous féliciter, vous remercier pour tout ce que vous apportez à la Côte d'Ivoire. Pour que ces hommes qui sont assis là soient bien dans leur tête pour défendre la Côte d'Ivoire, il faut qu'ils aient des femmes aptes à la maison. Cette rencontre présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Teni Birahima Ouattara, représentée par son directeur de cabinet adjoint, Touré Sori, a été également l'occasion de célébrer les papas et leur dire merci pour leur appui. C'est la famille qui a célébré et nous, en tant que pères, nous en sommes aussi honorés. Donc nous disons aussi merci à nos mamans, merci à nos filles, merci à nos sœurs de nous honorer chaque jour et d'essayer de partager nos quotidiens. L'Association des épouses de militaires de Côte d'Ivoire a été créée en février 2002. Elle œuvre pour l'autonomisation de la femme et l'amélioration de leurs conditions de vie à travers des projets dans le domaine de la production de l'attiqué et de la culture hors sol. L'édition 2022 de la Fête des mères de l'AMC est placée sous le parrainage de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. À Grand Laou, c'était aussi la fête des mères. Les militants et sympathisants à RHDP ont célébré les mamans. Ces mères ont reçu des présents en nature. À Kassaye-Lazare, cadre de ce parti, a appelé à cultiver le vivre ensemble dans toute la région des Grands Ponts. Lanciné Bakayoko. Vie politique d'accord, mais développement socio-économique d'abord. C'est le fond du message d'union adressé aux femmes RHDP et plus globalement aux populations de Grand Laou par la direction du RHDP des Grands Ponts à l'occasion de cette fête des mères. Des mères qui ont soumis quelques doléances aux dirigeants du RHDP. Je plaide auprès des cadres et instances du parti pour un plan d'aide aux femmes du parti à Grand Laou. Concrètement, nous pensons entre autres à la création d'une poissonnerie, à la commercialisation du manioc ou à la production industrielle de la tiquée. Fatoumata Diarra-Souba, vice-présidente des femmes RHDP de Grand Laou et présidente du comité d'organisation, a tenu à remercier tous les cadres du RHDP, dont le ministre Emmanuel Essis, Odette Agnero-Ewi, conseillère économique et sociale. Mais elle a également rendu hommage à tous les fils et filles de Grand Laou, sans distinction de couleur politique, qui ont bien voulu apporter leur soutien matériel et financier pour la réussite de cette fête des mères. Cet appel à l'union sacrée et à la cohésion sociale a été amplifié par le président de la cérémonie, Serge Martial Bombo, et l'invité spécial Lazara Kassaye, tous deux cadres du RHDP. Cette rencontre conviviale s'est terminée par une distribution de cadeaux composée essentiellement de pièces de pagne de qualité prisées par les femmes.
La réconciliation a désormais une cellule genre et un comité sectoriel de lutte contre le sida. Une décision pour prendre en compte toutes les sensibilités dans le processus de paix et de cohésion nationale. Souleymane Donisongui, Abou Sanogo. La cellule genre et le comité de lutte contre le VIH et SIDA au sein du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale comptent promouvoir l'approche genre tout en disposant des outils de lutte contre le fléau. À ce titre, ses membres ont reçu leur kit afin de mettre en œuvre leur plan d'action. Nous avons un public cible qui a besoin de savoir qu'au sein du ministère de la Réconciliation, au regard de nos thématiques de réconciliation et de cohésion, nous prenons en compte toutes les couches sociales. Nous prenons en compte les minorités, les personnes vulnérables pour les actions de cohésion et de réconciliation. Il y aura des formations à faire, il y aura de l'audit genre à faire dans les programmes justement pour voir le degré de prise en compte du genre dans les différentes stratégies qui sont élaborées ici et les aider à corriger au cas où ce n'est pas suffisamment pris en compte. Cette cellule, pilotée par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadjo Konan-Bertin, entend œuvrer pour l'équité et l'égalité entre hommes et femmes au sein de ces départements ministériels, constitué essentiellement du directeur de cabinet, des directeurs généraux, du coordonnateur et des directeurs centraux, la cellule genre et du comité sectoriel de lutte contre le VIH et SIDA, compte 9 personnes, dont 3 femmes. Dans la ville sainte de la Mecque, après avoir accompli le petit pèlerinage de la Oumra, les candidats au Hajj visitent par vagues les différents sites saints et historiques de la ville. Ce dimanche, certains d'entre eux se sont rendus à la montagne de la Lumière. C'est là où le prophète Mohammed a reçu la révélation divine. Ils ont aussi fait connaissance avec les différents sites qu'ils devront investir dans les jours à venir pour les derniers rites du pèlerinage. On en parle avec nos envoyés spéciaux, Mohamed Traoré et Abdulaziz Ganiou. Elles valent bien plus qu'un simple phénomène naturel. Ces montagnes rocheuses que l'on trouve à l'intérieur et aux alentours de la ville millénaire de la Mecque. Certaines parmi elles symbolisent même la genèse de l'islam, notamment la montagne dite de la Lumière, située à 4 km au nord-est de la ville sainte. C'est depuis l'une de ces grottes que le premier verset du Saint-Coran a été révélé au prophète Mohammed alors qu'il avait 40 ans, par l'intermédiaire de l'archange Djibril. Cette montagne, vraiment, c'est un grand symbole pour l'islam. Car c'est à partir de cette montagne, la lumière de l'islam est vraiment partie partout dans le monde. Ce n'est pas un lieu d'adoration. Il quittait à chaque fois la Mecque, jusqu'ici. Il grimpait la montagne, environ 642 mètres de haut. Il rentrait dans la grotte. Il restait des jours et des jours dans une retraite spirituelle. Et puis vraiment, il regardait le ciel, la terre, pour dire que vraiment il y a une grande créature derrière tout ça, jusqu'à ce qu'il reçoive vraiment la prophétie, pour nous dire maintenant comment il a souffert pour nous, comment il a reçu ces grands messages, cette grande religion qui est l'islam. De nous aujourd'hui, on vient sur ces pas pour avoir encore la foi, pour vraiment s'armer de la croyance, pour se retourner chez nous, pour nous dire que vraiment l'islam, c'est la religion vraiment éternelle, c'est la religion vraie. Après 13 ans de prophétie et menacé de persécution par les mécréants mécois, le dernier messager de l'islam reçoit l'ordre divin d'émigrer vers Médine, 400 km plus loin. Poursuivi et recherché par ses ennemis, il se réfugie en compagnie d'Abou Bakr Siddiq, le premier croyant musulman dans l'une des grottes de la montagne dite du Taureau, à 5 km au sud de la Mecque. Pour tout visiteur, l'exemple de loyauté et de sacrifice d'Abou Bakr Siddiq envers le guide de l'islam sont les enseignements à tirer de cette épreuve. Parmi les montagnes du territoire mécois, celle d'Arafat reste la plus mythique. Le récit révèle que c'est ici qu'Adam et Ève se sont rencontrés sur terre. Y passer le 9e jour du 12e mois du calendrier hégirien est une obligation pour tout pèlerin musulman. La montagne d'Arafat, ça fait environ 300 mètres. L'autel, l'espace même d'Arafat, longueur, ça fait 20 km, largeur, ça fait 5 km. Le prophète dit, Al-Hajj Arafat, le pèlerinage, c'est Arafat. Celui qui rate Arafat, il a raté tous les pèlerinages. Il faut beaucoup plus accentuer les prières, les bénédictions, le jour de Arafat, surtout dans l'après-midi, après la prière de 16 h. Nous-mêmes, en tant qu'être humain, on se demande tous les jours, et là, Dieu nous donne la porte de lui parler en direct. Donc, il faut vraiment en profiter au maximum. La station du mont Arafat est l'un des plus grands rassemblements humains au monde.
Vendredi prochain, il réunira plus de 2 millions de pèlerins venus des 4 coins de la planète. Après les bénédictions en l'UEC, on continue en beauté. Kwasi Marlène Kani, Miss Côte d'Ivoire 2022, la finale du concours s'est déroulée hier à Abidjan. Elle succède ainsi à Olivia Yassé, devenue Miss Africa 2021 après sa participation au concours Miss Monde au mois de mars dernier. 1m73, 23 ans, étudiant en master de droit, on voit le sacre de la nouvelle reine de la beauté ivoirienne avec Issa Tionayo. La couronne de Miss Côte d'Ivoire a changé de tête. Elle est désormais la propriété de Marlène Kwasi pour 1 an. La nouvelle reine de la beauté ivoirienne succède à Olivia Yassé. Ainsi en ont décidé les membres du jury et le vote du public au terme du concours de beauté qui a connu son épilogue ce samedi au Palais de Congrès de l'Hôtel Ivoire à Cocody. Je suis vraiment très contente. Je dis un grand merci à Dieu, à mes parents et aux commissions. Et sans oublier tous ceux qui m'ont soutenu, mes amis. Et je compte donner le meilleur de moi afin de faire un excellent mandat. Félicitant Olivia Yassé pour avoir tenu la dragée haute en remportant la couronne de Miss Africa. Au concours de Miss Monde, Victor Yapobi, président du comité Miss Côte d'Ivoire, se réjouit de l'aboutissement de cette autre édition. Ça n'a pas été facile. J'espère que celle qui vient d'être élue, elle et ses 2 dauphines feront un travail remarquable. On compte sur elle pour nous représenter le mieux possible sur le plan national et sur le plan international. Cette 26e édition, qui a été rehaussée par la présence de Miss Monde et de plusieurs autres reines de la beauté africaine, est fortement appréciée par le public. Le niveau était très haut. On l'a apprécié. Très contente parce que la Miss Marlène, elle est très belle et elle a toutes les compétences acquises pour être Miss. Quand on voit la présence de Miss Monde aujourd'hui en Côte d'Ivoire, cela veut dire que le concours de beauté n'est pas seulement national, mais c'est international. Et je pense que Komissi a mis la barre très haute. La marraine du concours, Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, représentée à cette cérémonie par l'épouse du vice-président de la République, a offert 10 millions de francs CFA aux Miss de l'édition 2022. Et en sport, la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu en janvier-février 2024 en Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui que la Confédération africaine de football a fait l'annonce à Rabat, au Maroc. C'était à l'issue d'une réunion du comité exécutif de l'instance. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, indique que c'est la saison des pluies en juin qui justifie ce report. Le mois de juin, avec ses fortes précipitations et ses dégâts de ces derniers jours, évidemment, en témoignent. Et la suite de l'actualité, c'est avec le point de tout ce qui a marqué la semaine écoulée en information dans le monde. Voyons le 7 sur 7 avec Abou Sanogo. Au moins 10 personnes ont été tuées et plus de 40 autres blessées dans une frappe de missiles russes ce lundi 27 juin sur un centre commercial très fréquenté dans le centre de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur régional, avertissant que le bilan pourrait s'alourdir. 10 morts et plus de 40 personnes ont été blessées. Voici actuellement la situation à Kremenchuk à cause de la frappe de missiles. La Turquie a obtenu les gages qu'elle demandait. Obstacle depuis la mi-mai à l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Autant, Ankara a fini par lever son veto le mardi 28 juin, ont annoncé l'Alliance et les 3 pays. L'entrée formelle des 2 pays, qui doit être ratifiée par les parlements des 30 États membres de l'Alliance, est un long processus qui prend des mois. Mercredi 29 juin, au sommet de l'Alliance Atlantique qui se tient à Madrid, Joe Biden a annoncé une augmentation des effectifs de l'armée américaine dans plusieurs pays européens. Dans le détail, il a rappelé que les États-Unis avaient déjà déployé cette année 20 000 militaires supplémentaires en Europe pour renforcer ces lignes en réponse aux initiatives agressives de la Russie. C'était une cérémonie funéraire solennelle, sobre, en présence de la famille Lumumba, de personnalités politiques congolaises et étrangères, et notamment le président Félix Tshisekedi. Une cérémonie marquée par une prière œcuménique. Les chefs des différentes religions
ont chacun donné leur bénédiction. La fin de cette force conjointe européenne accompagne le retrait de Barkhane au Mali. La France a annoncé vendredi 1er juillet la fin du déploiement de la Task Force Takuba, une agrégation de forces spéciales européennes chargée d'accompagner les forces maliennes au combat face aux groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. 27 personnes sont portées disparues après que leur navire eut été coupé en deux par un typhon en mer de Chine méridionale samedi, a annoncé le service de soutien aérien du gouvernement de Hong Kong. Le navire d'ingénierie se trouvait à 160 000 marins au sud-ouest de Hong Kong lorsqu'il a été pris dans la tempête Shaba. Les dirigeants ouest-africains se réunissent ce dimanche 3 juillet au Ghana pour réexaminer leur plan d'action face aux juntes arrivées au pouvoir par la force au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Ils doivent notamment se prononcer sur le Mali qui subit depuis le 9 janvier de sévères mesures de rétorsion commerciale et financière. Le Burkina Faso, pris dans la tourmente djihadiste, et la Guinée suspendue des organes de la CEDEAO. Mais les juntes en place entendent y rester 3 ans et exposent leur pays à un durcissement des sanctions. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Régis Kofi. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana. Ce soir, le sage nous apprend que celui qui laboure au soleil mangera à l'ombre. Je vous souhaite une fructueuse semaine.